On ne parle pas de chignon en présence de Nicolas, nous dit ce chat. Je ne sais pas de quoi il veut parler. De crépage de chignon. Bonjour Philippe Murer, bienvenue dans cette matinale de Géopolitique Profonde. Bonjour Nicolas et merci pour l'invitation. Effectivement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Finn, on le verra au cours de l'émission, je pense. Ah ben, très bien. Donc, c'est parfait. Philippe Murer, donc, on rappelle qu'il est un gaulliste. Il est attaché à la souveraineté, qu'elle soit nationale d'ailleurs ou populaire. Et puis, vous êtes le cofondateur de ce mouvement, vous l'écrivez d'ailleurs, du MPC, le mouvement politique citoyen. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser tout de suite, allez, à brûle pour point. Il semblerait que nos amis gaullistes, souverainistes, que ce soit François Asselineau, que ce soit Monsieur Philippot ou encore Monsieur Dupont-Aignan, sont les uns comme les autres très attachés à la paix. Il est vrai qu'on nous expliquait que la guerre, c'était les souverainistes, c'était l'État-nation et que la paix, c'était l'Europe. On s'est rendu compte que c'était tout à fait l'inverse. Et donc, c'est tout à leur honneur aux uns et aux autres. Je rappelle d'ailleurs que Florian Philippot donne rendez-vous le 29 mars à 14h, place du Palais Royal, pour un départ du cortège à 15h. C'est samedi, sur la paix. J'imagine, Philippe Murer, que comme l'ensemble de vos collègues gaullistes et souverainistes, vous êtes aussi dans cette dimension et dans cette nécessité de revendiquer et de crier très fort la paix et non pas la guerre avec la Russie. Bien sûr, parce que la France, dans son ADN, est une puissance pacifique. Pas pacifiste, hein, c'est pas une idéologie, mais autant que faire se peut, toujours éviter les guerres. Et c'est l'ADN de la France. Donc oui, nous sommes tout à fait d'accord avec les autres mouvements gaullistes, hein, mais authentiquement gaullistes, parce que Florian Philippot, François Asselineau, Dupont-Aignan sont des gaullistes aussi. C'est très clair. Nous avions d'ailleurs été à l'initiative d'une lettre commune que tout le monde a signée, tout le monde était d'accord sur le sujet d'appel à la paix en novembre 2024, que nous avions fait signer à tous les mouvements souverainistes. Et derrière, j'étais allé manifester d'ailleurs avec Florian Philippot. J'avais répondu à son invitation collective. Maintenant, je pense que très clairement, nous devrions faire des manifestations communes, en fait, co-organisé par l'ensemble des mouvements souverainistes, puis même nous devrions logiquement tous être unis dans un parti commun, puisque nous défendons la même chose, l'indépendance nationale, la sortie de l'Union européenne et la paix, puisque le problème de la guerre est quand même un problème extrêmement grave. Bah écoutez, c'est bien, c'est heureux d'entendre ce genre de discours, ça change. C'est vrai, je ne vois pas, il n'y a rien qui nous sépare. Moi, quand je regarde les programmes de François Asselineau, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, je veux dire, sur l'essentiel, tout le monde est d'accord. Puisque de toute manière, nous sommes authentiquement gaullistes, c'est-à-dire nous avons lu les mémoires du général de Gaulle, c'était de Gaulle de Perfit, nous connaissons sa doctrine et nous voulons l'indépendance nationale, nous voulons une France qui protège son industrie, qui redéveloppe son économie, en partie en s'appuyant sur l'initiative privée, mais en partie aussi en s'appuyant sur l'État stratège. Hein. L'État stratège, c'est ce qui nous a permis de construire 54 centrales nucléaires en 20 ans. Vous voyez, quelque chose, un record mondial, est passé de l'électricité au mazout à l'électricité, en fait, nucléaire propre. Voilà. Et donc, nous avons la même vision du monde, quoi, très clairement. Bien. Alors, peut-être une analyse, même si je vais beaucoup parler d'économie et de finance, et aussi de cet État stratège. Et nous développerons un dossier qui est un des derniers dossiers que vous avez, sur lequel vous travaillez par thème. Vous pourrez nous expliquer d'ailleurs à ce moment-là le fonctionnement du mouvement politique citoyen, avec des tables d'experts, je suppose, et des rapports qui sont produits. Donc on parlera d'agriculture tout à l'heure. Mais avant cela, on va développer petit à petit l'aspect géopolitique et aller peut-être vers l'aspect financier. Sur l'aspect géopolitique, quelle est votre analyse, Philippe Murer, de la situation aujourd'hui sur le plan international et en particulier de la guerre en Ukraine? Très clairement, il faut écouter ce que dit l'administration Trump et ce qu'elle fait. C'est-à-dire, c'est des paroles, mais c'est aussi des actes. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, l'a dit le plus clairement possible dans une interview que tout le monde doit aller voir,
qui est incroyable, c'est un virage à 180 degrés de la politique étrangère des États-Unis, un virage sur l'aile, comme le dit très justement Caroline Galacteros, c'est-à-dire que Marco Rubio dit « Nous ne voulons plus être les gendarmes du monde, nous ne voulons plus être l'Empire, nous voulons être une nation comme les autres, une nation puissante, la plus puissante, mais une nation dans un monde multipolaire. » Passer d'un monde unipolaire à un monde multipolaire, c'est ce qu'il a dit en effet en Amérique latine il y a déjà un moment, ouais, tout à fait. Exactement. Et il dit bien, nous ne voulons plus être les gendarmes du monde, être des fauteurs de guerre. Ça nous rapporte quoi? Des morts, ça pose des problèmes, ça crée des problèmes gigantesques dans le monde entier. La dernière étant Biden qui a laissé imploser l'État syrien. Je veux dire, c'est-à-dire que les États-Unis, qui en accord avec la Turquie et Israël, ont fait en sorte que l'État syrien, qui était un État sous forme du parti Baas, un parti donc qui réconciliait les communautés, qu'elles soient alaouites, sunnites ou chrétiennes, eh bien, les États-Unis de Biden ont fait éclater la Syrie pour le grand malheur des Syriens et peut-être pour le grand malheur de tout le monde, parce qu'il y aura des métastases islamistes partout. Voilà. Et Trump prend le contre-pied de cette politique de guerre, une politique hasardeuse d'apprenti sorcier américaine, qui a causé des dizaines de guerres. Il dit bien, lui aussi, nous ne voulons plus de guerre. Nous ne voulons plus de guerre, nous sommes une nation. Et très clairement, la première chose que fait Trump, je veux dire, c'est là où je ne suis pas d'accord avec Finn, c'est quand même de se réconcilier avec l'ennemi archétypal qui est la Russie, l'ennemi absolu des États-Unis qui était le bouc émissaire pour que les États-Unis interviennent dans le monde, la Russie. Et donc, fondamentalement, je pense que ça signifie un virage à 180 degrés de la politique américaine. Mais bon, les États-Unis restent les États-Unis quand même. Il ne faut pas être naïf non plus. Mais alors, le rôle des Européens, comment comprendre ce bellicisme européen aujourd'hui? Cette nécessité de ne pas accepter la paix, de prolonger la guerre le plus longtemps possible, et c'est le résultat de leur incurie financière. Tout simplement, ce sont des gamins. Ce sont des gamins qui ont suivi Biden, je veux dire les États-Unis de Biden qui ont fait la guerre à l'Ukraine, qui n'était pas du tout dans l'intérêt de l'Europe. On sait que c'est une guerre qui a commencé en 2014. La France était garante des accords de Minsk. Une France gaulliste, d'ailleurs, aurait empêché cette guerre. Je rappelle que Nicolas Sarkozy, que je n'aime pas beaucoup, bien que j'ai voté pour lui, que je me suis fait leurrer comme beaucoup de Français en 2008, où on avait le choix entre lui et Ségolène Royal. Mais Nicolas Sarkozy a arrêté la guerre en Géorgie, entre la Russie et la Géorgie. Une guerre qui était apparemment aiguillonnée par des intérêts américains, avec une province, l'Abkhazie, qui était controversée entre les deux parties. Et Nicolas Sarkozy était allé voir les Russes et les Géorgiens, c'était Saakashvili, je crois, à l'époque, et il avait arrêté cette guerre, ce qui sinon aurait dégénéré. Vous voyez, c'est ça toute la puissance d'une France gaulliste, d'une France qui a son poids dans le concert des nations et qui peut aider à la paix. Le problème, c'est que les Européens et les Français en tête ont accepté cette guerre avec l'Ukraine, n'ont pas fait respecter les accords de Minsk, se sont engagés de plus en plus dans la guerre contre la Russie par proxy, une guerre de l'OTAN par proxy contre la Russie au niveau de l'Ukraine, au lieu de faire la paix en mars 2022. On rappelle, il faut toujours le dire, il y avait un accord de paix sur la table un mois après le début de la guerre, qui était tout à fait avantageux pour l'Ukraine, qui permettait de pacifier la région. Et les Européens, Boris Johnson en tête, ont fait en sorte que cet accord de paix saute. Et ça a créé quoi? Ça fait 1 million de morts des deux côtés, et je ne sais pas combien d'estropés et de familles détruites. Donc les Européens sont pris à contre-pied. Ils ont suivi cette politique, ils ont du mal tout simplement à expliquer à leur opinion publique, on vous a dit depuis 3 ans qu'il faut faire la guerre, en fait on s'est trompé, il faut faire la paix. Vous voyez, c'est juste de ne pas passer pour des idiots. C'est ça le problème. Ils sont à contre-pied sur ce problème géopolitique. Puis Trump, en plus, leur rajoute un contre-pied économique. Ils ont défendu avec l'Union européenne le mondialisme, la mondialisation, c'est-à-dire pas de droits de douane, le maximum d'échanges, les économies le plus ouvertes possible jusqu'à être offertes même aux étrangers. Et maintenant, en fait, Trump leur dit non, les règles du jeu changent. En économie aussi, nous faisons du protectionnisme. Donc l'Union européenne est prise à contre-pied sur tout le monde. Elle panique et elle se retourne contre son ancien protecteur américain, en fait, et elle fait absolument n'importe quoi. Est-ce que une des raisons, on va arriver petit à petit vers un versant plus économique et financier, est-ce qu'une des raisons justement de ce narratif de la grande peur, le nouveau après la grande pandémie, la grande guerre, quand on n'a pas le grand réchauffement climatique, mais qui lui est en surplomb et sur un temps plus long,
eh bien, est-ce que ce narratif de la Grande Guerre, c'est aussi un moyen, comme d'ailleurs à Davos, il l'avait expliqué sur le réchauffement climatique de nature anthropique, deux moyens, ce réchauffement et cette Grande Guerre, de faire les poches des épargnants européens et des épargnants français en disant, voilà, on a déjà endetté à hauteur pour la France de plus de 6 000 milliards, on est on est au bout du bout, mais il reste les assurances vie, il reste le livret A, il reste tout un tas de produits financiers sur lequel on aimerait bien faire main basse. L'analyse est parfaite, Nicolas. C'est dur de rajouter quelque chose. Effectivement, c'est le climat de peur qu'il développe, la peur d'un virus avec le Covid, la peur du réchauffement climatique qui va tous nous tuer, tout comme le virus, et la peur des Russes qui vont tous nous tuer parce qu'ils nous veulent du mal. Donc, mais on reconnaît là la technique de Machiavel qui dit que, en fait, celui qui contrôle la peur des gens est le maître de leurs âmes. Et si on est maître de leurs âmes, on est maître de leur argent. Donc voilà comment, en fait, c'est un moyen de prolonger le régime de l'Union européenne qui n'a plus de sens dans un régime de démondialisation, de retour aux nations. Et c'est un moyen aussi de nous faire les poches pour essayer de durer un petit peu plus longtemps, puisque ces gens-là, à force de gaspiller de l'argent partout, par dizaines de milliards d'euros, je veux dire, on a envoyé la guerre en Ukraine, j'avais fait le calcul. En fait, c'est ça qui a plombé la France au niveau déficit de façon ultime, hein. Parce que j'ai montré sur le site du mouvement politique citoyen que ça avait coûté 140 milliards d'euros. Parce qu'il y a les 20 milliards d'euros qu'on a envoyés à l'Ukraine, il y a tout l'argent, on oublie les chèques énergie qui ont permis aux Français qui n'arrivaient plus à se chauffer de tenir et de se chauffer malgré l'explosion du prix du gaz, de l'électricité. Tout ça, ça a coûté grosso modo 100 milliards d'euros, l'aide directe à l'Ukraine et l'aide aux Français pour s'en sortir de la crise de l'énergie. Et derrière, il y a 40 milliards d'euros de non-recettes fiscales parce qu'on a détruit l'économie. Donc 140 milliards d'euros, quoi. Voilà, ça coûte une fortune. On passe d'un quoi qu'il en coûte Covid qui coûte 300 milliards à un quoi qu'il en coûte guerre en Ukraine, 140 milliards, à un quoi qu'il en coûte défense européenne pour se battre contre la Russie, à le coût, c'est 160 milliards d'euros pour la France, 20% des 800 milliards. Donc évidemment qu'on court vers la ruine avec de telles politiques. On court vers la ruine, on est surpris même au niveau européen que le futur chancelier allemand Merz accepterait ce qui jusqu'à présent il était hors de question en Allemagne, avec la cour entre autres de Karlsruhe, c'est-à-dire la possibilité de mutualiser au moins une part de la dette, au moins la dette liée à l'effort de guerre. Ça, c'est quand même incroyable, c'est un renversement. Ça tend à dire que les Européens, est-ce que c'est une fuite en avant, non seulement militaire, mais aussi financière? Oui, tout à fait, parce que quand on a une dette commune au niveau de l'Union européenne, on l'a déjà avec le plan de relance Covid, hein, une dette commune qui va nous coûter cher. Bien, quand on a une dette commune, finalement, après, on a un déficit commun et donc il faut un impôt commun. Donc on passe de Union européenne à État européen et la France, l'Allemagne vont passer de puissance d'État à province d'un État européen. Donc c'est la logique de la chose, c'est des expédients pour aller toujours vers la même chose, une Europe fédérale. Chaque crise est utilisée pour aller vers l'Europe fédérale. On l'a vu, la crise de la dette en 2014, la crise de l'euro avec l'Italie, il y a eu plein de mesures qui ont été prises pour fédéraliser un peu plus l'Europe au niveau du budget. Ensuite, avec le Covid, ça a été au niveau de la santé. Madame von der Leyen a utilisé le Covid pour dire il faut une Europe de la santé. On utilise la guerre en Ukraine et le risque russe pour l'Europe de la défense. Donc, toujours plus de fédéralisation, sans d'ailleurs consulter aucunement le peuple, hein, que ce soit français ou allemand. C'est extraordinaire parce que je rappelle qu'ils violent la Constitution tous les jours, en fait, ces gens-là. Parce que l'article 3, pas l'article 92 de la Constitution, l'article 3, il dit « La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce via ses représentants ou par le référendum. » Donc en fait, la souveraineté nationale, les pouvoirs de la France, ils appartiennent au peuple français. Et le peuple français les délègue aux dirigeants comme Macron, Bayrou, etc. Mais ces gens-là n'ont pas le droit, c'est un pouvoir délégué, ils n'ont pas le droit de donner un pouvoir qui ne leur est que délégué. Donc on voit qu'en fait, ils bafouent la Constitution tous les jours, mais ça, c'est pas un problème parce que vous savez que, très bien, Nicolas, que les règles de droit sont toujours interprétées par le plus fort dans son intérêt, très clairement.
Ah, bien sûr, voilà, ça c'est un des grands dévoilements, c'est que ce droit international public derrière lequel il y a la violence et la loi du plus fort, bien sûr. Mais il y a quand même des spécialistes, j'ai envie de dire, dans le monde pour bafouer le droit, pour l'imposer uniquement lorsque ça les arrange, violer systématiquement. Finandren parlait des Nations Unies, mais vous avez quand même des pays qui sont habitués à ne tenir aucun compte des résolutions. On pense par exemple à l'État d'Israël. Oui, tout à fait. Tout à fait. L'État d'Israël ne tient pas compte des résolutions, mais les Américains, pas plus. Hein. Quand C'est les ça. Américains ont fait la guerre en Irak, il y avait des résolutions de l'ONU pour dire non, il n'y a pas de moyen de faire la guerre en Irak. Ils ont quand même fait la guerre qui a causé 1 million de morts, hein. Effectivement. Exactement. Alors, de l'épargne, j'aimerais savoir un petit peu, on reproche souvent aux chefs souverainistes de dénoncer à juste titre, de demander, alors certains, c'est le Bruxit, d'autres, c'est le Frexit. Mais dans tous les cas de figure, voilà, il y a. Mais des fois, ça donne un peu l'impression d'être une pensée magique. Or, il n'y a pas que ce sujet. Hein, j'en viens presque à me demander, pour certains, je n'en citerai aucun précisément, mais que finalement, c'est plus la haine de l'Europe que l'amour de la France qui les motive politiquement. Et ça, je pense que c'est limité. Il me semble que votre mouvement, justement, est un mouvement, le mouvement politique citoyen, qui est un mouvement qui apporte et travaille justement sur les solutions. On va venir à l'agriculture tout à l'heure, mais j'aimerais déjà, sur le plan pour relancer l'économie et les finances en France, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est déjà plombé par 3 000 milliards de dettes, que les entreprises... Alors, et puis qu'on a encore à se traîner les passifs. Vous avez parlé du passif énergétique, hein, c'est ça, hein, mais aussi avec le bouclier énergétique, et puis surtout les PGE. C'est-à-dire que bien sot celui qui a cru que l'État ou les banques ne demanderaient pas les remboursements des PGE, les prêts garantis par l'État. Maintenant, il faut rembourser. Et ça serait une des raisons de l'écroulement des micro-entreprises, de l'artisanat aujourd'hui. Tout à fait. Il y a trois causes, je dirais, de l'écroulement des entreprises aujourd'hui, puisqu'on sait qu'on a un record de faillite. C'est ce qui reste du quoi qu'il en coûte, hein, du quoi qu'il en coûte Covid, qu'a proposé Macron, c'est-à-dire effectivement les PGE, les prêts garantis par l'État, qui étaient pour un montant, je le dis de tête, de 150 milliards d'euros pour les petites entreprises. On leur a dit, prenez ces prêts garantis et comme ça, vous serez sauvés. Oui, mais il faut les payer. Donc là, ceux qui n'arrivent plus à les payer sont en train de faire faillite. Le deuxième point, c'est l'énergie très chère. Vous voyez, je discutais avec mon ami Sébastien Béraud. Sébastien, qui est agriculteur en polyculture élevage, donc il plante des céréales notamment, avec lesquelles il nourrit ses cochons, ses vaches, etc. Eh bien, il a 12 000 euros d'électricité. Donc, on voit bien que l'explosion de la facture d'électricité, eh bien, ce sont des faillites d'entreprise. Parce que, il a 24 000 euros aujourd'hui. Il avait 12 000 euros avant. Donc, ça, on voit que ça fait faire faillite à plein de petites entreprises. Et le troisième point, c'est la dépression générale économique due à l'Union européenne. Il n'y a pas de consommation. Les commerces sont vides parce qu'il n'y a pas de consommation. On voit qu'il y a énormément de restaurants qui sont en train de faire faillite parce qu'il y a un problème de consommation. Les Français diffèrent ce genre de dépenses, des dépenses qu'on peut différer facilement. La première chose qu'on coupe quand on n'a pas d'argent, c'est les vacances au ski, les vacances d'été, et puis le restaurant aussi, évidemment, tout ce qui est loisirs. Ça, c'est ce qui est le plus indolore. Donc, toutes ces petites entreprises sont en train de souffrir, sans compter les ZFE aussi, les zones où il est de plus en plus difficile d'aller, nos anciens centres-villes qui sont maintenant des zones. Effectivement, on a vu des photos hier de la rue de Rivoli où il y a un nombre de commerces fermés incroyable, alors qu'avant c'était des commerces magnifiques, des commerces de luxe. Il y avait beaucoup de très jolis commerces rue de Rivoli. Cette rue est en train d'être désertée par le commerce parce qu'on ne peut plus s'y garer. Il y a des pistes cyclables sur 15 mètres et une seule voie pour les voitures. Il n'y a plus aucun endroit pour se garer. Tout devient compliqué, donc les gens ne se rendent Elle va achever. Vous avez vu le référendum pitoyable, faux référendum, consultation citoyenne. Ils étaient à 4% d'électeurs parisiens qui ont voté, 60% de oui, mais 30% de non. Et donc, 500 nouveaux axes qui vont être piétonnisés, des jardins
sur ces artères, ça va achever Paris. Là, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il fut un temps où les ingénieurs des ponts et chaussées et surtout des travaux publics avaient comme objectif d'essayer comme lorsqu'on a affaire à une thrombose, à quelqu'un qui a des problèmes d'artères bouchées, eh bien, on fait des pontages, c'est la 86, c'est des choses comme ça. On essaie de diluer un peu tout ça. C'est l'inverse aujourd'hui. On rajoute, évidemment, on bouche sciemment les artères pour arriver, à mon avis, à une fin pitoyable et on rend encore plus compliqué la circulation à Paris avec des conséquences justement qui peuvent même être dramatiques parce qu'à faire un enfer routier, on rend les gens dingues aussi. Et donc, Oui. ça risque d'être la fin de Paris, ça. Ah oui, Comme la vous fin de avez la tout à France. fait raison, Nicolas. Effectivement, on rend les gens dingues parce que c'est au jour le jour qu'il y a les artisans qui viennent en voiture tout simplement pour réparer les appartements parisiens ou pour tout un tas de choses. Eh ces gens-là n'arrivent plus à trouver de place de voiture, mettent des heures pour venir, donc ratent leur rendez-vous. C'est pareil pour tout un tas de Français, des commerciaux qui sont obligés d'avoir une voiture à Paris. Et donc, on se retrouve avec une ville complètement embouteillée. Alors qu'il faille un équilibre entre voiture et piéton, tout le monde est d'accord. Il faut un équilibre en tout. Mais là, on est passé dans l'équilibre inverse où tout est piétonnisé. Et le début de ce que vous avez dit, je le rappelle, c'est une farce. C'est-à-dire qu'Hidalgo a fait une espèce de référendum. Il fallait aller voter dans les bureaux de vote pour les Parisiens pour dire est-ce qu'on veut 500 nouveaux axes piétons qui vont coûter chacun 500 000 € au minimum à construire. Donc bonjour, vu l'endettement de Paris, la difficulté. Et bonjour, le problème de circulation. Mais ce qui est scandaleux, c'est que personne n'en avait entendu parler. Donc, ils ont fait un référendum en cachant le fait qu'ils faisaient un référendum. Donc, il n'y a que leurs petits copains qui sont allés voter. 4% des Parisiens sont allés voter et donc ils se sont retrouvés avec une majorité de gens qui veulent des rues piétonnes. Donc, on est vraiment dans les bouffons qui font semblant d'être démocrates alors que ce sont des autocrates qui sont en train de voter, de faire un travail de gouvernement contre les Parisiens. D'ailleurs, franchement, on commence à se poser la question. Moi, je pense que la ville de Paris doit être prise par un préfet. Je veux dire, par un préfet, c'est ce que je dis, Paris, oui, bien sûr. Paris, c'est pas seulement la ville des Parisiens, c'est la capitale de la France. Elle appartient aussi à tous les Français. Et vu l'inconsistance de ces gens qui sont en train de transformer Paris en enfer routier, Paris en enfer aussi pour prendre le métro. La dernière fois, j'ai raté un train, j'avais 25 minutes d'avance, je suis parti en métro. Et bien, le dimanche matin, il y a eu les métros ne tournaient pas et donc je me suis retrouvé finalement entre les métros, j'ai basculé sur un taxi, mais il y avait de la circulation un dimanche matin, donc j'ai raté mon train. Voilà, donc c'est un enfer complet, c'est un enfer et ça va devenir compliqué. Sans compter aussi le fait que Paris se transforme aussi en termes d'immigration. Il y a beaucoup de quartiers parisiens, je ne parle pas du 16e, du 6e et du 1er arrondissement, il y a beaucoup de quartiers parisiens où il y a à peu près un étranger sur deux, il y a un immigré pour un Français, quoi. Donc on a un basculement complet de Paris qui est en train de devenir une ville extrêmement dure, quoi. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.